Donc, bienvenue dans le podcast. On a aujourd'hui Leava Coven avec nous. Donc, merci d'être venu. C'est vraiment top. Et bienvenue à toi. Merci beaucoup de me recevoir, ça me fait plaisir. Alors, dis-nous un petit peu ce que tu fais. Tu es dans le domaine de l'intelligence artificielle. Tu défends la cause des femmes dans la tech. Tu fais un milliard de choses différentes. Moi, j'aime beaucoup ton profil. Évidemment, tu te présenteras beaucoup mieux que si je le fais moi-même. Alors, dis-nous un petit peu ce que tu fais en quelques mots. Alors, je m'appelle Léa Cohen, comme tu l'as dit très justement, et j'ai un background plutôt dans le marketing digital à l'origine. Et au fur et à mesure, donc toujours avec cette appétence pour les innovations, les nouvelles techno, etc., il y s'est passé quelque chose de spécial en 2022, quand il y a eu l'essor de l'intelligence artificielle générative, où je me suis un petit peu trop penchée sur le sujet, on va dire. Et par force de curiosité, j'ai commencé à geeker tout le temps, nuit et jour, pour essayer de comprendre et de manipuler un peu ces outils-là. En fait, ce qui m'a attrapé, c'était surtout Midjourney. Et donc, du coup, en manipulant l'outil de plus en plus, j'ai été vraiment fan du sujet des IA génératives. J'ai commencé à en parler un petit peu sur les réseaux, etc. Et de là, on m'a un peu donné le titre d'influenceuse IA dans l'industrie de la mode et du luxe, simplement parce que j'ai fait mes études dans ce secteur-là, marketing management dans le secteur du luxe. Et en fait, j'ai juste allié deux passions, donc celle pour l'industrie du luxe, qui est quand même un univers hyper captivant et très spécial avec des codes bien définis, et cette nouvelle passion du coup pour l'IA générative. Et l'un mis bout à bout avec l'autre, ça a fait que je suis devenue la fille qui parle d'IA et de luxe sur LinkedIn. Voilà. Et J'aime bien cette phrase, ça résume bien. C'est bien d'avoir c'est ça. ce recul-là. Et Et, grâce et à du ça, coup, pardon, ben, je suis juste devenue cette année l'ambassadrice Vivatech sur ce sujet-là. Donc voilà un petit aperçu de mon profil. trop bien, trop bien. Et du coup, alors j'ai un milliard de questions sur ce que tu viens de dire. On va rebondir petit à petit. Il y a plein d'aspects dans ce que tu fais. Qu'est-ce qui, toi, te passionne de ce monde du luxe et de la mode? Et ensuite, je te poserai la question comment ça se lie avec l'intelligence artificielle, bien évidemment. En fait, ce que j'adore, et c'était vraiment ma passion numéro une, hein, avant même l'intelligence artificielle, j'ai commencé à me pencher sur le sujet pendant le lycée. Ensuite, dès que j'ai passé mon bac, j'ai fait mes premiers stages dans l'industrie du luxe, avec un aspect digital évidemment. Ensuite, mon master, etc. J'ai vécu à Londres pour aller à l'école de mode de Londres. Ensuite, j'ai vécu à Shanghai, donc en Chine, pour pouvoir étudier le marché du luxe asiatique, etc. Et en fait, ce qui me passionne le plus, c'est le fait que déjà, c'est un appel au rêve, cette industrie. C'est un appel à l'imagination et surtout ce qui m'intéresse le plus, et je pense que c'est aussi lié au fait que je sois française, c'est qu'il y a cette dimension de savoir-faire et d'héritage. C'est-à-dire que chaque maison de luxe, bien que dans la même industrie, aura un héritage extrêmement différent, avec un savoir-faire différent, avec donc une histoire différente. Ça peut être une histoire familiale, par exemple la maison Hermès. Ça peut être une histoire beaucoup plus nouvelle, par exemple avec, je sais pas, Patou, qui est une nouvelle marque peu connue. Ok. Donc ce genre, en fait, c'est chaque marque, chaque maison de luxe va te transporter dans son monde, dans son univers. Et puis toi qui a aussi un peu un rapport à la magie, je pense que ça pourrait vraiment t'intéresser parce que c'est totalement l'appel à la magie, à l'imagination, au rêve, au voyage même parfois. Pour par exemple la maison de Louis Vuitton, qui est spécialisée là-dedans. En fait, c'est la possibilité de transporter des gens dans ton monde. Donc en fait, les gens, ça va être tes consommateurs, tes clients dans ton monde, dans ton univers. Et donc, chaque marque a son univers. Et c'est ça qui me fascine. C'est dès que tu rentres dans l'univers d'une marque, mais t'es transporté ailleurs. Non, t'as raison, c'est vrai que moi qui suis pas dedans spécialement, j'ai bossé avec un petit peu des marques et en général quand on fait appel à moi, c'est justement via pour créer cette expérience magique, un petit peu ce rêve, etc. Donc je vois totalement ce que tu veux dire. Et ça
Ça se ressent vachement dans tes visuels, en fait, que tu crées. Donc, tu vas nous en parler un petit peu parce que du coup, toi, tu crées des visuels. Tu as parlé de Midjourney. Donc, pour ceux qui connaissent vraiment pas trop l'intelligence artificielle, Midjourney, c'est un logiciel d'intelligence artificielle, d'IA générative, qui permet de générer, en fait, des images incroyables, hyper réalistes ou pas. On peut faire un petit peu tout ce qu'on veut, mais c'est pas forcément facile à. Il faut avoir geeké un petit peu dessus pour bien le maîtriser. Donc quand on voit la qualité de ton travail et tes visuels, franchement, on se dit, OK, elle sait ce qu'elle fait, elle est dedans, elle a passé pas mal de temps dedans, et on ressent vraiment ce rêve. Donc dis-nous un petit peu ce que tu fais sur ces visuels, via ces marques, via ce luxe. En fait, à l'origine, comme je te le disais, c'était vraiment par pure curiosité que j'ai découvert cet outil. Au tout début, j'en ai utilisé plusieurs. J'ai essayé Dali, j'ai essayé Stable Diffusion et Midjourney. À l'époque, c'était donc la version 1 et ça s'utilisait, en tout cas pour Midjourney, sur Discord, qui est un peu un forum une plateforme pour les vrais geeks et les gamers. Et donc, je suis arrivée dans ce monde-là que je connaissais pas du tout parce que je suis pas du tout gameuse. Et j'ai commencé à discuter. En fait, c'est vraiment une discussion avec le robot. Tu discutes avec, tu apprends à prompter. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le prompt, c'est l'instruction qu'on va donner au robot pour pouvoir avoir le résultat escompté. On peut s'y reprendre à plusieurs fois en fonction des cas. Mais donc du coup, j'ai commencé à prompter et à affiner mon prompt. On a tous une façon différente de prompter, comme on a une façon différente de s'exprimer. Mais en fait, en fonction de l'outil que tu utilises, tu vas devoir avoir un prompt, on va dire, plus ou moins adapté. Et je me suis rendu compte que Midjourney, c'était vraiment l'outil le plus adapté pour moi, du moins, parce que ça retransmettait exactement l'esthétique que j'avais en tête, en fait, les concepts que j'avais en tête et que je n'aurais pu représenter dans la vraie vie si je n'avais pas eu l'IA générative. Simplement parce que je sais pas dessiner et parce que je suis vraiment nulle en Photoshop, etc. C'est vraiment complexe. Et l'IA générative, en fait, c'était l'intermédiaire parfait parce que j'ai la possibilité donc de manier les mots grâce à mon prompt et de pouvoir, pardon, les retranscrire en images. Et donc, c'était pour moi la possibilité d'avoir enfin le résultat concret de ce que j'avais en tête. Et c'est Mais tu comme dois ça être que j'ai vachement précise commencé. quand même, parce que en fait, tu arrives, à mon avis, à bien poser les mots sur tes visions. Parce que je sais que personnellement, quand j'utilise Dali ou l'IA générative, souvent c'est justement parce que j'ai la pensée, j'ai le visuel, mais j'ai du mal à le retranscrire dans des prompts précis, dans des instructions précises. Et j'utilise l'IA pour en fait de formaliser, le mettre mot à mot. Donc là, quand je vois l'utilisation de Midjourney, ça veut dire que toi, tu as déjà cette capacité de bien décrire précisément exactement ta vision. Tu dois t'y reprendre quand même à plusieurs fois, j'imagine. C'est assez long comme process. Alors, j'ai de la chance si je suis pas matheuse, je suis plutôt littéraire. Donc, les mots pour moi, c'est beaucoup plus facile que les chiffres. Ouais. Donc, j'ai pas ce problème, cette difficulté à trouver mes mots. Mais, il est possible parfois, donc déjà, sur Midjourney, c'est mieux de prompter en anglais parce que c'est un outil qui comprend mieux l'anglais que le français. Mais bon, c'est propre à cet outil-là. Et il y a une possibilité aussi sur Midjourney, c'est de pouvoir mettre une photo, par exemple, qui se rapproche de ce que tu as en tête, et de pouvoir lui demander de te décrire la photo. Et de là, en fait, Midjourney va te sortir un prompt que tu pourras réutiliser et retravailler pour pouvoir avoir le résultat escompté. Tu peux aussi utiliser Toi, tu ChatGPT. utilises beaucoup ça, toi. Moi, je l'utilise pas, mais en tout cas, c'est un bon tips pour les D'accord. personnes qui ont du mal à trouver les bons Ok. mots. Et ChatGPT aussi peut t'aider, tu vois, à brainstormer en disant, voilà, j'ai cette image en tête, aide-moi à trouver les mots justes. Et comme ça, tu travailles en brainstormant avec ton IA jusqu'à avoir le résultat escompté. Hmm. Non, c'est Et intéressant. donc, ce que tu me disais, pardon, excuse-moi, c'est vrai que j'ai pas du tout répondu à ta question, mais tu me demandais de te parler du coup de mes visuels. Euh, donc pour ceux qui connaissent pas ce que je fais, simplement, j'aime beaucoup créer des retail stores fictifs, imaginaires, donc de marques connues, en réutilisant les codes et l'ADN de la marque et de transposer euh, dans un autre monde, un monde imaginaire qui n'a pas déjà été créé par la marque, évidemment. Par exemple,
la première œuvre IA que j'ai créée, c'était sur la version 2 de Midjourney. Donc c'était vraiment un outil qui était quand même tout nouveau, mais excellent, vraiment, avec une technique assez folle. C'était une grosse doudoune Moncler. En fait, c'était un magasin en forme de doudoune Moncler en haut d'une montagne. Je Je l'ai crois que mis je l'ai sur vu. LinkedIn Mm. et au bout d'une journée, je crois que j'avais 100 000 impressions. C'était assez Euh, hallucinant. Voilà. Et aussi des fausses collaborations. J'ai fait une collaboration, par exemple, entre Yves Saint-Laurent et McDonald's. Donc, j'ai créé un McDo Yves Saint-Laurent sur les Champs-Élysées avec Trop écrit drôle. tout un petit storytelling en disant que c'était un pop-up store, qu'il fallait absolument aller visiter ce resto Yves Saint-Laurent avant qu'il ferme, etc. Donc, pareil, ça a eu un gros boom sur les réseaux parce que à l'époque, en 2022, du coup, c'était pas très démocratisé l'IA générative. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils savaient pas si c'était vrai, si c'était faux, est-ce que Ouais. c'était imaginaire, voilà, est-ce qu'il fallait le prendre au mot. C'était aussi l'essor des fake news à cette époque. Mais voilà, et donc c'est un peu mon truc à moi, c'est des faux retail stores, des fausses collabs entre des maisons. Et je Voilà. reviens à ce que tu disais sur le fait que toi, tu sois plus doué avec les mots et que tu sois pas trop une matheuse. Je trouve ça, en fait, c'est vachement intéressant parce que dans l'IA, d'une manière générale, enfin, l'essor de l'IA générative depuis 2022, hein, surtout comme tu l'as dit, donne entre guillemets, plus de pouvoir, mais surtout ouvre le champ des possibles à cette partie de la population, des gens comme toi et moi, qui avant, voilà, on n'avait pas forcément envie ou les capacités de mettre les pieds dans un monde réservé à ceux qui s'y connaissent davantage, entre guillemets, en informatique ou savoir coder, etc. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant aujourd'hui avec ce qu'on voit, c'est que toutes sortes de personnes dans toutes sortes de métiers vont pouvoir faire des choses qu'hier ils ne pouvaient pas faire en fait, parce qu'ils n'avaient pas cette capacité juste avec l'utilisation des mots. Et toi, ton exemple, il est assez frappant. Évidemment, il y a une dose de créativité, de vision par-dessus, de combiner des concepts aussi, c'est vachement intéressant. Mais même aujourd'hui, où on en voit de plus en plus des fausses collaborations aussi avec des pubs d'intelligence artificielle, des fausses pubs, des photos, on en voit partout, des images, des vidéos aussi. Ça reste quand même, tes visuels, ils restent quand même impactants, je trouve. Ça se voit qu'il y a une recherche derrière. Du coup, toi, c'est quoi ton processus créatif? Est-ce que tu as juste une liste d'idées? Il y a des maisons qui t'intéressent particulièrement? D'où viennent en fait ces petites idées de collaboration, de visuels que tu as envie de faire? Je pense que c'est simplement de l'inspiration à partir du moment où il y a une maison qui me touche, va vraiment faire appel à l'émotion. Et c'est aussi ce que je recherche dans les résultats de mes visuels. C'est vraiment de toucher les gens. Et c'est un peu le nerf de la guerre dans l'industrie du luxe, hein, finalement. Je vais vraiment essayer de comprendre l'histoire d'une marque, euh, d'essayer de la retranscrire visuellement, donc de façon figée quand je vais créer des images, et parfois même je vais essayer de retranscrire ces images en vidéo, de les générer une seconde fois pour pouvoir rendre le rêve encore un petit peu plus réalité. Mais je dirais simplement que, évidemment, j'ai des atomes crochus avec certaines marques et moins avec d'autres. Je vais aussi utiliser des marques qui ont des codes quand même assez reconnaissables. C'est-à-dire que comme je te parlais par exemple tout à l'heure de la marque Patou, c'est pas une marque que beaucoup de personnes connaissent. Ouais, Donc évidemment, je vais éviter de l'utiliser parce que bah, ça va pas vraiment toucher parce on n'est pas très sensible à ça. Alors que si je te parle d'Yves Saint-Laurent, Vuitton, Chanel, Hermès, etc., Gucci, tu vas tout de suite reconnaître. Je te mets du vert et du rouge avec un serpent, tu comprends que c'est Gucci. Je te mets ouais, du noir et du blanc avec des lignes quand même assez pures et minimalistes, c'est Chanel, etc., etc. Donc là, évidemment, tu as compris, je vulgarise un petit peu le sujet et c'est un peu la grosse image de tout ça, mais je vais rentrer dans les détails, je vais vraiment affiner mes images. Parfois, je vais faire un petit peu de Photoshop, en tout cas le peu que je sais faire pour accentuer des ombres, accentuer de la netteté, du flou, etc. Et je vais pas du tout publier la première image pardon, qui va sortir, simplement parce que j'ai ce souci d'esthétique, d'élégance et d'excellence à la française. Alors le process créatif, ça va partir simplement d'une inspiration ou d'un événement actuel.
par exemple une Fashion Week, des JO, etc. Ou d'une saison, l'automne, l'hiver. Et ensuite, je vais prendre une marque qui m'inspire. Je vais essayer de trouver un décor aussi. Et puis, je vais créer comme ça un, une expérience immersive. Hmm. Non, c'est intéressant. Et d'ailleurs, tu dis, quand il y a une marque qui t'inspire, c'est vrai que je pense pour certaines personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, et moi un petit peu, j'avoue, il y a, il y a, il y a certaines choses enfin, il y a beaucoup de marques bien établies qui m'inspirent pas spécialement dans le monde du luxe. Donc, c'est juste comme ça. Mais je trouverais, comment tu conseillerais aux gens d'approcher un petit peu ceux qui ne s'y intéressent pas beaucoup, quel aspect pourrait être quand même intéressant pour eux? Je ne sais pas trop comment formuler cette question, mais j'imagine qu'il y a quelque chose, même si on n'est pas dans ce monde du luxe, même si on ne s'intéresse pas particulièrement, qui peut en fait nous enrichir, nous inspirer. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là, sur quoi elles devraient se concentrer? Tu as parlé de ce rêve, par exemple. Je ne sais pas, peut-être le savoir-faire, des choses comme ça. Et est-ce que la question, c'est plutôt axé sur l'industrie du luxe ou sur l'industrie de l'intelligence artificielle? Non, sur le luxe, par exemple, Louis Vuitton, personnellement, ça me parle pas spécialement. Pour toi, qu'est-ce qui t'inspire, toi, dedans, en fait, et qui pourrait changer le regard des autres, en fait, sur certaines de ces marques? Si par exemple, je te prends l'exemple de Louis Vuitton. Ouais, Alors, je suis pas une experte de Louis Vuitton en particulier, mais j'ai quand même quelques informations en tête qui font que ça pourrait t'intéresser. Alors, Louis Vuitton, comme tu le connais aujourd'hui, comme tu connais la marque aujourd'hui, c'est une marque qui est quand même archi démocratisée et qui a parfois eu, malheureusement, tellement de copies et de contrefaçons, etc., que ça a pu faire baisser l'image de la marque. Par exemple, quand tu vas voir quelqu'un dans la rue avec une casquette Vuitton tout monogrammée, ça peut ouais, faire cheap très rapidement. Mais en fait, à l'origine, c'est un monsieur, donc ce Louis Vuitton, qui était dans les années 1800, quelque chose comme ça, qui faisait des malles. Donc il était maltier. Et son intérêt, c'était seulement de créer des malles pour le voyage. Donc, il y a cet appel au voyage, cet appel à vagabonder, à découvrir du pays, etc. Et si tu regardes, alors moi j'aime bien ce qui est vintage, mais quand ça a une histoire derrière, hein. J'aime pas juste le produit tout râpé et avec une odeur de cuir. Non, c'est pas trop ça qui m'intéresse. C'est plutôt ouais. qui a pu le porter, comment, pourquoi, Hmm, quel était son mode de vie, etc. Et en fait, quand tu te plonges dans l'histoire même du créateur et que finalement la plupart étaient des entrepreneurs parce que ça a commencé par une petite boutique, une petite échoppe dans une rue parisienne et ensuite, c'est devenu, donc tu avais certainement le frère ou la grand-mère qui donnait un coup de main. Et puis ensuite, il a vendu deux malles, trois malles. Ensuite, il a eu une plus grande boutique, etc., etc. Et cetera. Et en fait, quand tu comprends toute cette chronologie-là et que tu vois aujourd'hui que Louis Vuitton, c'est quand même une des marques les plus ancrées dans le monde du luxe à travers, enfin, à l'international et que tout le monde connaît, c'est-à-dire que tu as dans les coins les plus reculés du monde, les gens connaissent le logo et tu te rends compte que c'était juste un petit monsieur qui s'appelait Louis et qui habitait à Paris et qui a créé sa première malle et qui en est là aujourd'hui. Enfin, il est mort ouais, actuellement, mais que ça a créé un empire. Déjà, j'ai ça inspire. Ouais. cette fierté de me dire que c'est un Français et que c'est incroyable à quel point on peut rayonner dans le monde et que c'est une histoire familiale et que c'est une histoire avec énormément d'émotions et que c'est hyper inspirant parce que c'est un entrepreneur qui a réussi. Et voilà. Et donc ça, c'est un exemple. Mais Ouais, ouais, non, mais toutes les c'est marques ce ont que leur tu as dit, exemple. ouais. L'histoire, l'entrepreneuriat, comment c'est petit, toutes ces choses-là. Quand on s'y intéresse un petit peu, c'est vrai que ça vaut le coup. Je pose cette question parce qu'il y a plein de sujets, d'industries, de produits, de services, de gens avec lesquels on n'est pas forcément en accord ou alors on n'a pas eu l'occasion de s'y intéresser. Et c'est vrai que quand on se plonge un petit peu, on peut prendre du positif dans tout, pas que il faille absolument le chercher au fin fond dans le monde du luxe, mais dès qu'on s'y intéresse, comme tu as dit, à l'histoire, on trouve plein de choses. Donc, c'était Et pour même moi au intéressant que tu savoir-faire, finalement. le soulignes. Ouais, ouais, bien sûr. Je Ouais. sais pas si tu as pu profiter des journées particulières. C'est quelque chose qui arrive une fois dans l'année et qui est un événement
où les grandes marques de luxe, pardon, ouvrent leurs ateliers au grand public. Et donc, tu peux Hmm. aller visiter les ateliers Dior, tu vois comment ils confectionnent les chapeaux. Donc, il y a des modistes qui te montrent, qui t'expliquent leur processus de sourcing, comment est-ce qu'elles choisissent les matières, etc., etc. Et en fait, c'est ça qui m'inspire aussi énormément. C'est que je me rends aussi aux événements en physique. Je discute avec les artisans, je regarde comment ça se passe, je vais sur les salons, je touche les matières. Et en fait, de là, j'essaye de faire en sorte de les retranscrire au mieux dans le digital. Donc que ce soit à travers mes images, mes vidéos, etc. Et c'est comme ça que j'essaye de m'approcher le plus du réaliste. Mais en fait, du coup, parce qu'il y a d'autres applications d'intelligence artificielle dans le monde du luxe, j'imagine, mais toi, ta Exactement. casquette, tu la définirais comme carrément plus artistique, en fait? Ou est-ce que tu as une En tout cas, double casquette? Est-ce que tu... c'est l'approche qui m'intéresse le plus. D'accord. C'est la créativité, simplement parce que c'est un peu mon évasion comme un peintre, il reste se perdre dans ses toiles pendant toutes ses journées pour se libérer un petit peu, on va dire. Ouais, bien Moi, sûr. je me mets sur mon ordi et je prompte et je crée des visuels qui me font rêver. Mais évidemment, l'intelligence artificielle, c'est aussi et surtout, en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Euh, c'est surtout des logiciels internes pour optimiser des process, pour pouvoir aller plus vite, créer des humains augmentés, si tu veux, qui vont plus vite, plus loin, mieux et en moins de temps, voilà, comme je disais. Et finalement, donc, c'est aussi l'aspect de l'IA qui intéresse beaucoup les gens parce qu'ils vont pouvoir l'utiliser et l'adapter à leur métier de tous les jours. L'IA générative, donc textuelle, c'est ce qu'on connaît, ChatGPT, comment est-ce que j'écris un email plus vite, comment est-ce que un copilote va pouvoir retranscrire mes réunions sans que je prenne des notes dans mon carnet et que du coup j'entende plus rien de ma réunion parce que je suis trop occupée à gratter. Mais c'est tout ce genre d'application-là. Et donc je forme aussi dans les entreprises à l'IA générative, textuelle, vidéo, images, son, etc. D'accord. Top. Bon, on va pas parler. J'ai plein de questions pour toi. Je vois le temps qui défile hyper vite. On pourrait parler des heures. Donc, je vais un peu sortir du monde du luxe. Et il y avait moi, j'avais envie de parler aussi de cet aspect que tu essaies de mettre en avant, notamment de la place des femmes dans la tech. Donc, je me fais un petit peu l'ignorant. Je mets ma casquette d'ignorant. Pourquoi on a besoin de plus de femmes dans la tech? Est-ce que, parce que c'est clair que c'est un monde d'hommes aujourd'hui, mais pourquoi tu mets ce sujet en avant? C'est quoi ton approche? Alors là, je mets ma casquette de personne qui est au board de Women in Tech France. Ok. Donc déjà, juste pour faire une petite explication, Women in Tech, c'est une asso qui est dans le monde entier, qui existe depuis déjà au moins je sais pas, 5 ans. Il y a 200 000 personnes qui ont adhéré à cet asso. On est dans plus de 58 pays dans le monde entier. Et il y a autant de femmes hein, que d'hommes qui peuvent adhérer à cette association. L'intérêt, c'est juste d'avoir autant de femmes que d'hommes dans le secteur de la tech dans le monde. Donc, c'est pas quelque chose d'ultra féministe où on veut que des femmes, pas du tout. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir un 50-50. Et donc, aujourd'hui, en fait, il y a que 18% des femmes dans la tech. Et 18%, c'est rien du tout. Quand on sait que dans le monde, bah, il y a presque 50-50% de femmes, 50% d'hommes dans la population mondiale. Mais 18% dans un seul secteur, déjà, c'est extrêmement bizarre et c'est rare. Parce qu'il n'y a pas énormément de secteurs comme ça. C'est dû à Et, quoi, selon toi d'ailleurs? eh bien, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, déjà, c'est que les femmes, en général, ont du mal à se projeter vers des carrières scientifiques. Elles ont l'habitude de un peu se mettre des bâtons dans les roues et à se sous-estimer et à se dire qu'elles seront moins capables, moins aptes à obtenir des travaux, des postes euh, qui demandent énormément de compétences intellectuelles, etc. C'est vrai il y a quand même pas si longtemps que ça que les femmes ont eu le droit de vote. Ouais, Euh, i- historiquement. voilà, historiquement, c'est vrai que les hommes et les femmes, on n'a pas eu un développement qui était en simultané. Donc c'est sûr que voilà, il y a un moment où le secteur de la tech, il fallait bien faire quelque chose. Donc c'est maintenant.
Et on essaye aussi de rétablir cette parité. Alors, il y a aussi le monde politique où il y a pas vraiment de parité, mais c'est en train de travailler là-dessus. Il y a le monde de la tech, etc. Il y a plein d'autres industries. On est en train de faire ce pas-là. Mais cette année, on va dire, et depuis 5 ans, c'est vraiment le moment où on essaye de mettre l'accent sur l'intégration des femmes dans la tech, simplement parce que pourquoi est-ce qu'on devrait se priver de la moitié de nos talents? C'est-à-dire que tu as un monde entier avec je ne sais combien de talents, mais on va décider de prendre seulement les hommes. Donc imagine déjà le frein qu'on est en train de mettre à l'industrie technologique quand on se prive de la moitié des talents. Si on intègre les femmes dedans et donc le talent des femmes aussi, combiné à celui des hommes évidemment, imagine l'essor de la technologie qui peut apparaître et donc les avancées technologiques, médicales, etc., qui peuvent bénéficier au monde entier. Donc, de ce fait, il est évident et important d'intégrer les femmes dans le secteur de la technologie. Alors, il y a aussi des stigmates qui se font et l'environnement des femmes qui ne nous pousse pas particulièrement à intégrer des secteurs de la tech parce que trop élitistes. Mais il y a aussi, comme on disait au tout début de ce podcast, le fait que quand on dit tech, on a souvent l'impression que c'est des petits geeks à lunettes qui sont ingénieurs ou quoi. Alors déjà, ce sont des stéréotypes incroyables, mais en plus de ça, la tech, c'est hyper large. Moi, je suis dans le marketing, je suis pas bonne en maths et pourtant, j'œuvre dans l'industrie de la tech. Alors ok, c'est pas de la deep tech, mais quand même, ça fait partie de la manipulation des outils technologiques. Ouais, carrément. Et du coup, est-ce que toi, tu es pour une sorte de discrimination positive, de donner alors, on peut dire que c'est un coup de pouce. Après, la discrimination positive, je sais que c'est un débat aussi, pour favoriser davantage l'entrée des femmes dans la tech. Alors, je suis absolument pas pour la discrimination positive, mais genre Ok. vraiment pas. C'est plutôt de la méritocratie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme est compétente, elle a autant le droit qu'un homme Ouais, le d'atteindre, droit. c'est ça, autant le droit qu'un homme d'atteindre un poste avec énormément de responsabilités. Et il y a aussi des études qui sont apparues et qui disent que parfois il y a des femmes qui ont les compétences mais qui vont pas se présenter à un poste, euh, alors qu'un homme qui aura moins les compétences va avoir le courage de se présenter à ce même poste. C'est quand même Ouais. assez comique. C'est juste, et je dis pas que c'est mal, je dis juste que il y a une vraie différence dans la façon de réfléchir. Hmm. Et le problème, en fait, avec cette sous-représentation des femmes dans la tech, c'est aussi que les IA et les IA génératives euh, vont utiliser ce souci et vont le décupler. On nous dit souvent que l'IA, en fait, l'IA générative, c'est le miroir, c'est le reflet, pardon, de notre société. Et donc, comme il y a des biais dans notre société, donc que ce soit de la discrimination, du racisme, etc., et ben en fait, l'IA générative va le reproduire. Et c'est là que ça devient dangereux. C'est-à-dire que même les outils qu'on utilise vont devenir eux-mêmes biaisés parce que utilisés et entraînés par des humains avec déjà des biais. Oui, on a vu l'exemple des photos de médecins qui sont souvent des hommes, etc. Exactement. Carrément. Et Carrément. Non, c'est un intéressant. petit fun fact, au tout début de l'IA générative, je voulais faire une photo LinkedIn, une photo de profil, parce que j'avais pas du tout la foi d'aller faire un shooting pro. Donc du coup, j'ai mis juste un portrait de moi sur une IA générative et Ouais. je lui ai dit, rends cette photo professionnelle pour une photo genre business, voilà, business picture Attends, je sais ce que tu vas dire. Vas-y. pour LinkedIn. Et en fait, je suis sortie avec une moustache et une barbe. Genre Oh moi, non, avec des je longs m'attendais pas à cheveux, ça. une moustache et une barbe. Et donc là, je me suis dit, en fait, il y a vraiment un problème. Ah ouais, incroyable. Bon, c'était le Ah, début, bah, hein, c'était encore ouais, 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 c'est ce que j'allais dire. 2022-2023, Peut-être que ça a évolué, mais oui, oui, j'espère. il y a de ça, ouais. Il y a de ça. Non, je pensais que tu allais dire que tu étais sorti trop sexy. Parce que moi, quand je vais sur Midjourney et je tape femme, je cherche par exemple pour ma newsletter, je cherche une image d'une femme devant un ordinateur, il me sort des nanas pas du tout réalistes. Et parfois, c'est indécent ce qui me sort, des Ah oui, nanas mais avec des complètement sexy, alors décolletés que j'ai tapé. plongeants. Ouais. Mais carrément, j'ai tapé, je me promets que j'ai pas tapé ça dans cette situation. J'ai tapé juste, je sais pas, femme, 40 ans, professionnelle, devant un ordinateur.
il me sort des trucs, je me dis, mais c'est indécent, pourquoi il me sort ça? C'est vraiment... C'est les ouais. utilisateurs qui entraînent les modèles d'une mauvaise façon, disons. Incroyable, incroyable. Bon, en tout cas, on espère que ça se. Après, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi des portraits qui me sortent qui sont vraiment incroyables. Une personne qu'on pourrait croiser dans la rue, qu'on a l'impression de déjà avoir vu. Donc, non, non, les outils sont dingues, mais c'est vrai il y a quand même ça. Donc, toi, si c'est vraiment une question en fait, de donner des moyens aux femmes qui ont pas confiance ou qui savent pas comment se lancer, toi, qu'est-ce que tu conseillerais, qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme aujourd'hui qui est dans ses études, mais je sais pas trop, machin, elle ose pas trop dire qu'elle aurait envie d'aller dans la tech. Comment tu l'encouragerais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, déjà, tout dépend du profil, parce que dans la tech, encore une fois, il n'y a pas simplement de la science pure et dure. C'est-à-dire que, admettons, prenons Google, Apple, etc., comme grosses compagnies, il y a une multitude de métiers différents au sein de ces entreprises. Donc, tu peux Ouais. totalement être dans le marketing, dans la tech, tu peux être dans les ressources humaines, tu peux être dans la recherche et le développement, donc ce qui est science pure et dure, mais il y a énormément de choses en fait. Et donc de se mettre des bâtons dans les roues avant même d'avoir commencé, c'est quand même extrêmement dommage. Donc évidemment, chez Women in Tech, on fait du mentorat, on donne accès à des formations en ligne, notamment via une autre plateforme qui s'appelle Cléo Academy et qui propose des cours tech en ligne avec 50% des femmes expertes en fait. Donc T'as pas c'est donné un cool. cours dessus? Ouais, j'ai un cours Ouais, là-dessus. j'avais vu Bravo. passer, ouais, ouais. Ouais. Mais donc ça, c'est une start-up en fait qui est extrêmement intéressante et qui est totalement dans le sujet. C'est pas du tout de l'autopromo, mais c'est simplement que ça continue, ça va dans le sens du message que j'essaye de donner. Intégrons les femmes dans la tech, non pas parce qu'il faut plus de femmes et même si elles sont pas compétentes, pas du tout. C'est qu'il y a autant de femmes compétentes dans la nature, mais qui n'utilisent pas ces compétences et que le monde entier pourrait en profiter. Et donc, c'est extrêmement dommage de s'en priver. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas dans l'air du temps de parler de manière genrée, mais est-ce que tu penses quand même que les femmes peuvent apporter quelque chose de différent que les hommes dans ce monde-là. En plus, évidemment, d'un talent, mettons, à part égale, hein. Mais je dis ça parce que dans le monde de la magie, on a un problème, mais je pense que c'est pire que dans la tech, il n'y a que des hommes. Et de plus en plus, on voit des femmes qui viennent dans le monde de la magie. Moi, je trouve ça top parce que ça apporte, alors je te parle du monde que je connais, hein, une énergie différente, tu vois. Et au début, c'était très stéréotypé. Les femmes qui venaient, elles prenaient des rôles, soit c'est la femme sexy qui joue de ses Ah oui, talents c'est de les séduction. assistantes du Voilà. Alors il y magicien, avait les assistantes, mais ça compte pas. Pour moi, c'est pas des magiciennes. On reste dans le modèle patriarcat de l'assistante celles qui qui se fait rentrent dans couper la en boîte, et deux. puis voilà, De toute façon, bon, ça c'est où un elles autre changent de sujet, mais il y avait robe. des violences envers les femmes, c'est jamais les mecs qui se font couper en deux, hein. Mais bon, bref. Et maintenant, là, de plus en plus, on voit des gens, des femmes qui viennent, qui font de la magie aussi bien que des hommes, mais qui apportent quelque chose, une approche quand même, d'une énergie différente. Est-ce que toi, tu ressens ça un petit peu dans la tech? Parce que trop d'hommes comme trop de femmes, ça peut nous emmener dans des énergies un peu différentes. Trop d'hommes, ça peut faire un petit peu de bourrin aussi. Donc, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça et cette énergie que les femmes peuvent apporter dans ce monde-là? Je pense simplement que dans toutes les industries, le rôle de la femme, il est plus ou moins le même. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont différents et c'est pas pour rien. On a des compétences et des capacités différentes, on va dire intrinsèques de notre nature. Je vais dire, alors c'est exact, c'est un stéréotype, mais on va dire que la femme est plus délicate, peut-être plus organisée, peut-être parfois plus discrète. Bon, c'est un stéréotype encore une fois, c'est pas une vérité absolue, mais ça donne une nuance en fait à chaque industrie. Ouais. C'est-à-dire que il faut de tout pour faire un monde et c'est tant mieux parce que sinon on aurait juste toutes les industries qui seraient du copier-coller, aucune qui décollerait si on avait que des profils qui étaient les mêmes. C'est comme je vais te dire, par exemple, pour qu'une industrie fonctionne, il va falloir le comptable, le DRH,
le geek, le patron et par exemple les suiveurs et les leaders. Mais c'est comme ça. Mais c'est que la loi, c'est même la loi de la jungle, j'ai envie de te dire. Mais à un moment donné, pour que le monde fonctionne, que les industries fonctionnent et donc le monde de la tech fonctionne, il faut absolument mêler les deux genres et toutes les compétences intrinsèques à chaque individu, pardon. Et donc les femmes, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter? Bah, je dirais peut-être plus de nuances. Hmm. Non, non, j'aime bien ça. Et en parlant de un petit peu de cette diversité, c'est un petit peu ces initiatives. On parle beaucoup d'environnement aussi, d'impact de l'intelligence artificielle et de l'environnement. Alors, je ne sais pas si toi, c'est moins ton cheval de bataille, évidemment, que l'essor des femmes dans la tech. Mais qu'est-ce que tu penses bah voilà, de ces gens qui s'inquiètent en fait de l'IA et de l'impact? Parce que c'est vrai aussi que ces deux mondes, la mode et l'IA, qui soulèvent parfois des questions sur l'impact environnemental. Alors, on va pas rentrer dans le domaine de la mode, etc., parce que ça, après, on pourra parler pendant des heures. Mais rien que sur l'IA et l'impact environnemental, toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Si tu en as un, hein, parce que je sais que c'est pas Bien forcément sûr. ton. Non, non, c'est-à-dire, c'est évidemment une question que je me suis posée et qu'on m'a posée au détour d'une conversation avec certains collaborateurs, par exemple en entreprise. C'est vrai que l'intelligence artificielle, on ne peut pas dire que c'est zéro carbone et que c'est le top et que c'est la nouvelle solution RSE. Pas du tout, parce que pour faire fonctionner des modèles ultra sophistiqués d'intelligence artificielle, il faut des ordinateurs gigantesques qui vont tourner toute la journée, qui vont chauffer, etc. Il faut les alimenter en électricité. La chaleur qui va s'en dégager, elle peut être fatale et même parfois euh, favoriser le problème d'effet de serre, on va dire. Enfin, non, pas Hmm. favoriser, mais alimenter le problème d'effet de serre. Euh, donc oui, l'IA, c'est pas zéro, c'est pas vert en fait. Par contre, ce que j'aime bien dire et ce qui est, je pense, très intéressant de ne pas oublier, c'est que quand tu vas aller dans le domaine de la mode, en tout cas, tu vas aller à Bali pour faire un shooting photo pour la couverture de Vogue. Tu vas ramener une équipe technique, une équipe beauté, etc. Vous allez être 20 personnes. Vous allez tous partir à l'autre bout du monde. Vous allez rester 3 semaines pour pouvoir avoir le shot, la photo avec la bonne lumière, le bon angle, le bon vent, le bon sable, la bonne vague, etc. Ce que tu veux. Quoi qu'il en soit, ton empreinte carbone, elle va être beaucoup plus importante parce que bah, tu auras eu l'aller-retour en avion, tu auras eu le déplacement de toutes ces personnes, etc., etc. Donc, ton empreinte carbone par rapport à la génération de, allez, je pense pour une couverture Vogue, tu dois faire peut-être 1000 itérations sur 1000 journées pour être sûr d'en avoir une parfaite. Donc, sur 1000 itérations, je pense que dans la balance, ton IA générative, elle a moins consommé que ton aller-retour à Bali avec 20 personnes. Ouais, Dans ce mais j'aime cas-là, en beaucoup tout cas, que tu apportes de la nuance. Ouais. dans ce cas-là, en tout cas, je pense que c'est plus vert. Donc, c'est pas zéro carbone, mais si tu dois comparer avec une situation lambda ou en tout cas de l'actualité, je pense que l'IA Ouais. bat pas mal de fois, ouais, en termes Non, non, mais de t'as RSE. raison, parce que des trucs, de toute façon, moi, je m'intéresse pas mal à l'environnement, aux solutions qui émergent, aux innovations, etc. Et tout est dans les nuances. Et le discours qu'on a aujourd'hui, autant des médias que de la politique, que des militants, c'est souvent un discours, très pointu, très unidimensionnel, dans une urgence et dans un cadre très spécifique. Or, quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte, effectivement, voilà, si on compare, oui, mais si on voit les choses différemment, mais si tu compares telle utilisation à telle pratique, et c'est vrai que ça, tu peux faire ça dans tous les domaines, et dans l'intelligence artificielle, des choses comme ça, t'en as plein, hein. C'est des conversations sans fin, mais c'est intéressant que tu aies donné cet exemple dans la mode auquel moi je n'aurais pas pensé du tout parce que c'est vrai que je connais pas ça et ça c'est vraiment ton monde générer une photo versus emmener toute une équipe. C'est vrai que ces pratiques-là on n'y pense pas. Par exemple, tu vois,
Si on prend un exemple un peu plus scientifique et technique, j'ai un autre exemple qui m'est revenu là. Je connais une startup qui s'appelle Autone, Autone. Et en fait, ils ont développé un outil IA. Donc là, c'est vraiment un algo qui va pouvoir se brancher sur les stocks d'une marque. Donc, admettons, je suis Louis Vuitton, j'utilise Autone. Et ça va me permettre en fait d'optimiser mon stock. Donc je vais toujours avoir la bonne pièce, donc le bon vêtement au bon moment dans la bonne boutique. Ce qui fait que donc déjà pour les ventes des entreprises, c'est hyper intéressant, mais surtout, ça évite le surstock. Donc je vais pas avoir à produire, à surproduire la pièce si mon algorithme ne le calcule pas ainsi et ne me dit pas, en fait, là, tu vas pas avoir besoin de 300 t-shirts gris dans cette boutique, tu vas en avoir besoin seulement de 3 si on se base sur tes ventes d'avant. Donc en fait, grâce à cet algorithme, tu vas pouvoir éviter de surproduire et donc de ton empreinte carbone qui flambe. Donc t'imagines Ouais, ça, c'est dans une boutique, mais imagine le nombre de boutiques Louis Vuitton dans le monde entier et ouais, le nombre d'articles par collection et le nombre de collections par an. Donc ça, c'est, tu vois, l'intégration d'un outil IA qui te permet d'avoir un impact sur l'environnement plus modéré. ouais, carrément. Et en plus, bon, déjà, comme tu dis, quand on pense à l'échelle mondiale ça fait un impact hyper important, même si au premier abord, on se dit oui, optimiser, optimiser, ça reste du détail, pas tant que ça. Et en plus, cette optimisation, on la retrouve dans plein de choses, autant dans l'agriculture, dans la gestion des ressources, la distribution des ressources, etc. Exactement. Et je pense qu'elle est sous-estimée, cette efficacité, cette optimisation qu'on a avec l'intelligence artificielle, euh, quelle que soit Notamment dans la l'industrie. food tech. La food tech, c'est en train Ouais, d'exploser, l'agritech, etc. Parce que les scientifiques sont en train de développer des solutions IA exceptionnelles pour pouvoir gérer la répartition des ressources sur la Terre et, euh, et éviter aussi le gâchis, en fait. ouais, carrément. Donc je reviens un petit peu, parce qu'on pourrait parler de tous ces sujets. Franchement, on pourrait parler sur chacun des sujets pendant Des une heures. heure. Ouais, des heures carrément. Mais je reviens un petit peu plus sur, voilà, je sais que les gens se posent des questions sur le futur, notamment du travail aussi. Je voulais aborder ça un petit peu avant que je te laisse tranquille. Le futur du travail, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que là, il y a les outils qui sont incroyables, ceux sur lesquels tu formes déjà en entreprise, ceux qu'on connaît, ceux qu'on utilise, les chats GPT et bien plus. Mais il y a aussi les agents autonomes qui arrivent. Alors, c'est pas encore là, mais ça arrive à grande vitesse. On va avoir de plus en plus d'autonomie de la part des outils, des logiciels qui vont pouvoir faire des choses pour nous, aller beaucoup plus loin, itérer, interagir les uns avec les autres. Comment tu vois le futur de notre relation au travail et est-ce qu'il y a certaines choses qui t'inquiètent? En fait, ce qui me fait un peu rire, c'est que la plupart des gens ont cette peur. Bon, alors, j'avoue que ça peut être compréhensible, c'est légitime, qui ont cette peur et qui me disent l'IA va voler nos emplois. En fait, l'IA va pas voler des emplois, en tout cas pas des emplois qui ont beaucoup de valeur et qui utilisent des compétences humaines propres à l'humain, hein. Les seuls emplois que l'IA va voler, entre guillemets, ce sont des emplois que n'importe quelle machine pourrait faire et qui n'utilisent qu'un petit pourcentage de la nature humaine. En fait, euh, il y a 14% des emplois actuels dans les pays développés qui vont être automatisés dans les prochaines années. Ça, c'est une étude de l'OCDE. Donc, on peut quand même y croire. Et il a été aussi dit que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Donc, en Hmm. fait, il y a un turnover qui va se créer et qui va faire que certains emplois vont être modifiés ou certains vont changer d'emploi. Mais c'est pas l'IA qui va voler votre emploi déjà, c'est plutôt le collaborateur qui va utiliser l'IA qui va voler votre emploi parce qu'il sera augmenté. C'est-à-dire que il va aller plus vite, comme on disait tout à l'heure, plus vite, plus loin et mieux. Donc tout le monde a intérêt à se mettre à l'intelligence artificielle, même à petite échelle.
Mais simplement parce que c'est comme si aujourd'hui je te dis, moi quand je fais des recherches, j'utilise pas Internet, j'ouvre mon encyclopédie. Oui, bah super, t'as peut-être un super résultat, mais t'es à la bourre, c'est-à-dire que on t'a tous dépassé, et ça fait 10 heures qu'on a fini le travail. Ouais, Donc c'est un ouais, petit peu carrément. ma vision de l'intelligence artificielle actuelle. Oh, ouais, t'as raison, faut s'adapter. Faut... Malgré ces questions, mais c'est ce que je dis, c'est que toutes ces questions, elles inquiètent, mais il faut pas que ça nous empêche de nous adapter. Parce que Exactement. le problème, c'est que comme elles sont toutes très complexes, et ce qu'on a dit, on pourra en parler pendant des heures, les gens n'ont pas le temps de s'intéresser forcément à ça, d'où le but de faire aussi ces petits podcasts. Ils n'ont pas le temps de creuser, donc on reste à la surface. Et la surface, c'est quoi? On reste à l'inquiétude. On reste à ben oui, mais et le climat, ça chauffe les serveurs. Eh ben oui, mais nos emplois, on va pas forcément creuser. Et comme il y a énormément de sujets, bah je pense que ça nous dessert un petit peu. On prend du retard, comme tu as dit. Après, C'est quand toi, même un nouveau sujet, l'intelligence artificielle. Donc ouais. il y a du plus, il y a du moins, mais je pense que c'est que le début et l'avenir nous le dira. Hmm. Oui, donc en fait, les gens, faut qu'ils puissent s'adapter, il faut pas qu'ils se bloquent à ces questions, faut pas qu'ils... faut- Moi, je pense que la clé, c'est de s'éduquer, ça nous permet de comprendre, ça nous permet de dissiper un petit peu les peurs. Et toi, je trouve que tu le montres très bien, en fait, sur tes réseaux, parce que, en fait, tu le fais. Tout simplement, on se dit, si elle arrive à faire ça, enfin, je trouve que ça suscite l'intérêt. Et puis une image, c'est 1000 mots. Donc, déjà, avant que j'oublie, je vais donner ton LinkedIn qui sera en lien évidemment hein, dans tous les posts et sur YouTube également. Ton nom qui est inscrit ici, Léa Va Cohen, c'est comme ça qu'on te Cohen, Léa Va Cohen, pardon, c'est comme ça qu'on te trouve sur LinkedIn, c'est ça? Exactement. Et Ouais. s'il y en a plusieurs, c'est la fille qui parle d'IA et de luxe. Voilà, alors on peut pas se gourer. Tu es sur Instagram aussi, House of Flame, c'est ça? Exactement. Ouais, en fait, c'était le nom de mon nom de freelancer au tout début, donc il y a 2 ans. Je l'ai jamais Ouais. changé, mais c'est ça, House of Flame. Et tu partages sensiblement la même chose, des visuels. C'est beaucoup plus visuel, alors que sur LinkedIn, ça va vraiment être Ouais, c'est des Instagram. sujets de société. Ouais, Sur tu parles l'IA, également évidemment. de différentes choses. Mais franchement, c'est top. Tes posts, ils suscitent pas mal d'intérêt et je trouve que tu les construis vachement bien. Donc moi, je vous encourage vraiment à suivre Léa Va sur LinkedIn. Participer aussi aux conversations parce que toutes ces conversations, que ça soit sur tes posts, sur d'autres articles, je trouve ça intéressant. Ça nous permet de voir un petit peu où en sont les gens, ce qu'ils pensent de l'intelligence artificielle. Ça nourrit le débat général. On sort un petit peu ouais, de l'ignorance, des préjugés qu'on peut avoir sur l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'habituellement, quand je fais un post, alors pas quand c'est un visuel que j'ai créé, mais lorsque je vais présenter un outil ou que je vais parler de quelque chose qui m'est arrivé avec une IA lorsque j'étais en train de la manipuler, etc. En fait, mon intérêt, c'est de surtout poser des questions dans mes posts pour un peu faire un état des lieux de ce que pensent les autres adeptes de l'IA. Est-ce qu'ils peuvent peut-être m'aider sur le sujet? Pourquoi est-ce que j'ai atteint tel ou tel résultat? Hmm. Comment faire? Pourquoi? Etc. Et c'est un peu un débat, c'est drôle parce que c'est un méga brainstorming dans les commentaires. Tout le monde se Ouais. répond. C'est un peu un chit-chat IA. C'est assez drôle. Après, je vais te laisser parce que je sais que tu dois filer à un moment donné, et moi aussi. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour ceux justement qui voient tes visuels ou certains visuels quand ils se disent ah bah, je sais pas trop comment ça marche, par où commencer, quel logiciel, machin. Toi, tu donnerais quel conseil à ceux qui ont envie d'explorer un petit peu dans ce monde-là, la création de visuels générés par l'IA? On va dire que la porte d'entrée, ça va être ChatGPT, hein, ça peut faire du texte comme de l'image. Et je pense que c'est un bon début pour commencer à appréhender, à manipuler les IA. Et puis au fur et à mesure, si le cœur vous en dit et que vous trouvez ça sympa, essayez de trouver l'outil qui vous correspond le plus. C'est vrai que le mieux en termes d'esthétique,
c'est Midjourney pour la création de visuels et c'est pour ça que je l'utilise. Mais évidemment, il y a 1 milliard d'outils qui existent pour tout usage de l'intelligence artificielle et il suffit juste de trouver celui avec lequel vous avez plus de sensibilité et d'atomes crochus, si je puis dire. Top. Écoute, je pense qu'on c'est top. Ça donne envie de faire les premiers pas en tout cas. Et puis suivez les Ava sur LinkedIn. Participez aux conversations. Moi, je suis aussi, je serai dans les commentaires. Et puis, moi, je te remercie de ta participation au podcast aujourd'hui. Et puis, Avec plaisir. j'espère qu'on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux alors. Et j'espère que tu vas m'apprendre des tours de magie, hein. Ah ouais. Mais c'est bon, tu maîtrises la magie de l'IA déjà, c'est bon. Et avec les photos que tu fais, moi, c'est plutôt moi qui ai envie d'apprendre comment on fait ces trucs-là. Alors, c'est un échange de bons procédés. Ouais, ça marche. Merci Bon, je te beaucoup. remercie encore et je te dis à bientôt alors. À bientôt.